Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023, votre magazine qui traite sur les questions liées aux élections en République démocratique du Congo. Pour en parler aujourd'hui, sur ces plateaux, je reçois pour vous Cyril Ebotoko, expert électoral et responsable des questions des démocraties et élections à la Commission épiscopale nationale du Congo, SENCO. Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. Bonjour madame. Alors, les élections de 2023, à ce stade, est-ce que c'est possible? Écoutez, avant de répondre à votre question, je vais d'abord apporter une précision par rapport à quelque chose que vous veniez de dire. Je n'aime pas trop le concept expert électoral parce que d'expérience, j'ai constaté que l'organisation des élections demande la mise en œuvre de plusieurs expertises. Il y a des experts juristes, il y a des politologues, il y a des experts en nouvelles technologies qui rentrent dans l'organisation des élections, il y a des statisticiens, etc. Beaucoup d'expertise. Alors quand vous dites expert électoral, il faut dire dans quel domaine. Moi, je préfère qu'on m'appelle technicien des élections. Parce que là, je mets en avant mon rôle de manager électoral au lieu de parler d'expert électoral. Très bien, c'est noté. Vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, les évêques ont donné leur message. Ils ont dit qu'il fallait qu'on organise les élections selon les délais prévus dans la Constitution. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire au plus tard décembre 2023. C'est une exigence qui est calée dans nos textes légaux. Et je crois, et ce qui est important, et c'est même l'une des normes internationales qui voudrait que chaque État fasse tout pour que les droits électoraux des populations soient respectés, que chaque État fasse le nécessaire pour que des éléments qui rentrent dans l'organisation des élections soient mis en place. Donc il est du devoir de notre gouvernement de tout faire pour que les élections se tiennent à cette date-là. Pour le reste, c'est un long débat, c'est des techniciens comme je vous ai dit ici. C'est plusieurs expertises qui rentrent en compétition, qui se mettent ensemble, qui réfléchissent et qui donnent des voies et moyens qui permettent à ce que les élections puissent avoir lieu au plus tard 2023. Mais en gros, c'est possible de tenir les élections en 2023, d'une manière générale. On sait qu'il y a déjà beaucoup de pesanteurs. On va parler de Covid-19 qui a amené son lot de problèmes par rapport à l'économie. Il y a le retard pris aussi dans la préparation. Mais c'est question que les experts se mettent en place, commencent à travailler et fassent des propositions par rapport à ces respects de délais constitutionnels. Donc c'est très important et je crois que si la nouvelle équipe de la CENI est mise en place, on peut avoir les élections dans les délais. Mais pour le reste, ça reste un dialogue entre les parties prenantes. Après que les experts aient fait leur travail d'étudier des voies et moyens et de faire des propositions, et après on verra ce qui va arriver. Mais jusque-là, tout est possible. Alors comment expliquez-vous le fait que les confessions religieuses choisissent de mener parallèlement les discussions sur la désignation de membres de la CENI et celle de réforme? Écoutez, madame, moi, je ne suis pas porte-parole des confessions religieuses. Je suis responsable des questions de démocratie et élections au sein de la commission justice et paix de la SENCO, qui est un organe technique de la SENCO dans cette matière. Et je suis mal à l'aise ici pour commencer à vous parler de ce qui ressort des confessions religieuses dans leur ensemble. Oui. Mais je peux vous dire ce que moi j'ai constaté dans la démarche des chefs de confessions religieuses. Je vois en eux cette envie du réalisme. Ils voudraient être réalistes. 2 des 8 confessions se sont prononcées
Vous avez suivi dernièrement, c'était l'ECC, pour que les élections puissent avoir lieu au plus tard 2023. Parce que notre constitution prévoit des mandats de 5 ans pour les députés, pour les sénateurs, les gouverneurs, les députés provinciaux, nationaux, et aussi pour le président de la République. Et si vous prenez décembre 2018, date à laquelle on a eu des élections, et même, je crois, le mois de janvier, mois au cours duquel on a installé le chef de l'État, je crois, en 2023, on est dans l'échéance de 5 ans. Et 2 confesseurs religieux se sont prononcés là-dessus. Ils souhaitent que ces délais soient respectés. Et elles sont dans leur rôle prophétique. Ils ont alerté. Il faut aussi comprendre en ce sens, c'est là leur message. Écoutez, on prend du retard alors que 2023 approche. Il faut qu'on commence à se préparer. Pourtant, au départ, ils se sont toujours opposés. Qui se sont opposés? Les confessions religieuses. Moi, je ne suis pas au courant de cette information. Moi, je sais que les confesseurs religieuses collaborent toujours. Veulent mener concomitamment cette question tout à l'heure que j'ai évoquée. Au départ, ce n'était pas le cas. Maintenant, ils veulent mener le problème de la désignation de membres de la CENI et puis les réformes électorales. Madame, il faut rester positif. Les gens ont cru l'année passée que la plateforme de confessions religieuses, c'est fini, c'est l'éclatement et tout. Mais vous voyez qu'ils sont en train de se réunir maintenant. Ils travaillent ensemble. Ils ont une charte. Ce qui s'est passé, ça rentre dans les difficultés normales d'une organisation ou d'une association, comme partout ailleurs. Mais regardez leur volonté d'aller de l'avant, leur volonté de travailler ensemble, c'est ce qui est important. Et moi, je sais que depuis beaucoup d'années, les confesseurs religieux travaillent ensemble. Il ne faut pas seulement regarder les questions électorales. Moi, je peux vous donner un exemple. Nous sommes là en train de conduire un projet avec l'ECC sur Covid-19, sur le financement de l'Union européenne et de la Suède. Nous travaillons ensemble, une seule équipe, nous conduisons les activités. Ça, c'est un modèle de partenariat qui est très important. Lors des élections de 2005-2006, il y a eu les ROC. C'est-à-dire les confessions religieuses étaient ensemble, elles ont conduit les activités d'éducation civique, elles ont aussi conduit les activités d'observation électorale. Il y a eu des rapports. Donc les confessions religieuses travaillent souvent ensemble, ce n'est pas parce qu'il y a eu un couac à un certain moment qu'il faut jeter un discrédit sur elles, non. Donc rien n'a changé. Rien n'a changé, ils vont travailler ensemble, ils vont procéder à la désignation de leurs représentants au sein de la CENI ensemble. Et voilà ce qui se passe. Alors je disais, 2 des confesseurs se sont prononcés pour le respect des délais constitutionnels. Alors que les réformes ne sont pas de l'apanage des confessions religieuses. Elles font les plaidoyers, mais ce sont les politiques, précisément les députés, qui doivent procéder aux réformes. Et les confessions religieuses ne maîtrisent pas l'agenda des politiques. Vous voyez? En d'autres termes, cette affaire-là de réaliser des réformes ne dépend pas totalement des confessions religieuses. Elles font le plaidoyer auprès des personnes qui doivent réaliser des réformes. Et ces personnes-là peuvent ne pas accepter. Et ces réformes peuvent prendre du temps et retarder l'organisation des élections. Vous me direz, mais écoutez, mais la loi organique de la CENI, on peut le faire en peu de temps. Justement, c'est là le problème. Est-ce que cet agenda, ce que nous on pense, c'est le même agenda pour les politiques? Les confessions religieuses ont cet élément en tête. En même temps, elles sont en train de pousser pour qu'il y ait réforme avant la désignation des animateurs. Vous voyez, j'ai parlé du réalisme. Ils ont eu une réunion avec le bureau de l'Assemblée. Les bureaux de l'Assemblée, vous avez suivi les porte-parole de confessions religieuses, le secrétaire général de la CENCO qui a donné le compte rendu de leur réunion avec le bureau de l'Assemblée nationale. Et là aussi, ils ont une promesse ferme de pouvoir le plus vite possible prendre cette loi-là organique de la CENI afin de permettre à ce qu'on puisse désigner les animateurs de cette institution le plus tôt possible. Mais attention, il reste politique. Alors les chefs de confession ont dit en même temps qu'on attend la loi, au même moment nous on commence des tractations au sein
au sein de la plateforme afin déjà de trouver notre représentant. De sorte que dès lors que les choses sont prêtes, nous n'allons plus traîner, nous ne serons plus à la base d'un retardement quelconque, nous serons prêts et nous proposons notre représentant. Ils sont dans une démarche réaliste. Alors, elles sont dans une démarche réaliste. Puisqu'on parle de la désignation de membres de la CENI, où en sommes-nous avec votre confession? Notre confession, à l'instar de 7 autres, vous aviez suivi le porte-parole de confession religieuse, M. Labé, le secrétaire général de la CENCO, il a dit que les confessions avaient jusque le 9 avril pour recevoir les dossiers de ceux qui veulent postuler à ce poste. Et ils sont dans le processus de réception des candidatures, CENCO y comprises. Et vous avez déposé aussi votre candidature? Pourquoi vous me posez cette question? Moi, j'ai déposé ma candidature. Vous savez que j'ai été candidat de la CENCO lors du casting de l'année passée. Et cette année, je me suis conformé à la procédure. J'ai déposé ma candidature. Mon chef a déposé ma candidature. C'est-à-dire le secrétaire exécutif de la Commission Justice et Paix, il a déposé ma candidature. Et c'est pourquoi il insiste sur cette candidature. Et vous pensez que tout sera fait facilement cette fois-ci? Je ne crois pas que ça sera facile. Mais nous faisons confiance aux chefs de confession religieuse. Vous savez, lors du casting passé, quand ils ont étudié le dossier techniquement, les chefs de confession religieuse avaient placé mon dossier à la première place de tous. Vous voyez? Pour moi, l'occasion de les remercier et de leur exprimer ma reconnaissance. Et cette fois-ci, c'est à quel niveau? Je ne sais pas. Ils n'ont pas encore commencé le travail, mais je ne sais pas comment ils vont procéder. Et je ne suis pas sûr que cette fois-ci, les secrets de délibération seront connus. Donc, nous leur faisons confiance et nous nous remettons à leur disposition et nous allons nous soumettre à leur verdict. Alors, eu égard au précédent couac, le processus sera-t-il facile à trouver entre les confessions religieuses sur le prochain président de la CENI? Madame, les confessions religieuses sont présidées par des grandes personnalités. C'est des personnes, je pense, parmi les plus respectables de ce pays. Je pense que c'est les seuls dignitaires qui nous restent. Nous devons leur faire confiance. Ce ne sont pas des petits enfants. Ils ont eu une difficulté, mais qui était plus liée au contexte politique de l'époque. Ils ont tiré des leçons. Ils ont tenu ces derniers temps beaucoup de réunions pour harmoniser leurs vues. Et ils ont opté pour une démarche qui va leur permettre de ne plus revenir sur des situations passées. Donc vous Moi, je leur fais totalement confiance. Le consensus sera facile? Moi, je crois qu'ils vont trouver un consensus. Tout consensus n'est pas facile. Vous voyez, parce que le consensus, c'est demander aux uns aux autres d'abandonner leurs égos et d'adopter une solution commune. Vous voyez, c'est toute une démarche, c'est un processus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils vont y arriver. Une CENI totalement dépolitisée, est-ce possible? C'est possible. Pourquoi pas? Si ailleurs, les structures qui organisent les élections sont dépolitisées, pourquoi le Congo doit faire exception? Une CENI dépolitisée, c'est possible. C'est possible si toutes les parties prenantes au processus électoral le souhaitent et se mettent au travail pour qu'il y ait cette CENI-là qui soit totalement dépolitisée. C'est possible. Alors, plusieurs acteurs, dont Martin Fayulu et Mouzito, pensent qu'il faut dépolitiser la CENI, une présidence de la CENI à tour de rôle, notamment 3 mois pour chaque président, qui sera issu de groupes de religieux. Qu'en pensez-vous? Avant les acteurs politiques que vous avez cités, il faut d'abord aller visiter notre rapport d'observation électorale. Dans notre rapport d'observation électorale, il est écrit noir sur blanc qu'il faille dépolitiser la CENI. C'est tout ce que vous demandez depuis dépolitiser la très longtemps. CENI, et nous on a dit dépolitiser la CENI. Dans notre rapport d'observation électorale, je parle d'abord du rapport d'observation électorale, et je vais vous parler aussi des JONAREF.
auquel nous avons pris une part active. Donc, pour nous, nous avons souhaité que ce soit un bureau de la CENI totalement dépolitisé, c'est-à-dire où on trouve que les acteurs de la société civile. Et une plénière où vous avez à la fois les politiques et les acteurs de la société civile. Et dans notre rapport, nous sommes allés plus loin. Nous avons proposé que les membres de la plénière ne soient pas permanents. Ils viennent des partis politiques et des organisations de la société civile qui travaillent dans l'éducation civique et l'observation électorale, ainsi que la prévention des violences électorales et gestion des conflits électoraux. Ils travaillent au quotidien dans leur structure, mais chaque fois, sur convocation, ils viennent siéger à la plénière, au lieu qu'ils aient des cabinets au niveau de la CENI. Comme ça, au quotidien, les acteurs de la société civile, sur base des décisions prises lors de la plénière, conduisent les processus. Et les plénières reviendront le temps voulu, tel que ce sera prévu, pour évaluer le travail qui est fait par le bureau. Vous voyez, c'était ça notre philosophie. Et ces éléments ont été versés. Il faut dire aussi que Simoncel, dans son rapport aussi d'observation électorale, ils sont revenus sur la dépolitisation de la CENI. Maintenant, nous avons mis ça ensemble dans notre référentiel. Le document que nous avons appelé le référentiel, il est quelque part là. Oui. On a écrit qu'il faille dépolitiser la CENI. Maintenant, comment y arriver? Les acteurs que vous avez cités, ils ont proposé leurs recettes. Quand vous regardez notre référentiel, il y a une recette. La loi, la proposition de loi. Il y a même le président sortant de la CENI qui a proposé une autre recette, c'est-à-dire que ce soit les futurs membres qui soient apolitiques, n'ayant concouru jamais au processus électoral. Au moins, tous nous avons un dénominateur commun, la dépolitisation de la CENI. Maintenant, il faut mettre ensemble toutes ces recettes et trouver la meilleure qui puisse effectivement répondre à cette exigence. Mais pour réformer la CENI, quel chantier principal? La réforme de la CENI, c'est un processus. La réforme de la CENI comme organe, ça se passe par sa loi, la loi organique de la CENI. Mais il faut aussi considérer qu'il y aura d'autres décisions qui seront prises après, qui peuvent renforcer l'indépendance ou la dépolitisation de la CENI, notamment des textes réglementaires que la CENI elle-même peut prendre sur décision de la plénière et ainsi de suite. Vous voyez? Mais tout se passe principalement par la loi organique. Et prioritairement? Prioritairement, c'est cet élément-là. Nous devons avoir une CENI apolitique, c'est-à-dire une CENI au sein de laquelle on n'a pas d'acteurs politiques de premier plan qui viennent en leur sein pour défendre les intérêts de leur parti. Vous voyez? C'est cela que nous souhaitons. Une CENI où on a des acteurs impartiaux. Je ne parle pas de neutre, parce que la notion de neutralité, elle est relative. Moi, je parle d'impartialité. Parce que même les animateurs de la CENI, ils vont voter. Ils votent, non? Et quand ils vont voter, c'est pour un candidat, ils ne votent pas des bulletins vides. Même celui qui est président de la CENI, questeur ou vice-président, il a son candidat, président, député, tout ça, pour qui il va voter. On ne peut pas dire de cette personne qu'elle est neutre. Mais l'impartialité, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une préférence pour tel candidat, mais vous allez vous soumettre au résultat qui sort des urnes. Que c'est tel qui a gagné, même si ce n'est pas votre candidat. J'ai toujours illustré cet exemple par un préfet des études. Dans le règlement intérieur de l'école, il est stipulé qu'en cas de bagarre, les élèves bagarreurs sont exclus de l'école. Ça, c'est le règlement. Et vous avez mis en œuvre ces règlements. Vous avez renvoyé les enfants d'autrui suite à des bagarres. Et maintenant, c'est votre propre fils qui élève dans la même école, qui commet le même problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça, c'est d'être votre fils? Parce qu'il est devant les règlements, c'est votre fils. Devant lui, et celui qui a livré la bagarre avec lui, vous n'avez pas de choix, c'est votre fils, il reste votre fils. Mais devant vous, c'est le règlement intérieur qu'il faut appliquer. C'est ça l'impartialité.
C'est ça l'impartialité. Comme ça, on a des acteurs impartiaux. Facile à trouver. Mais nous ne sommes pas. Est-ce que vous voyez des Congolais sont des singes avec des queues par rapport à ces gens qui font le même travail ailleurs, même en Afrique, où ils sont au-dessus de leurs égaux et ils privilégient la vérité et la justice. Vous voyez? C'est possible, et ces acteurs-là, ils existent dans ce pays. Il y en a. Ouvrez bien les yeux, vous verrez, ils sont là. Qui peuvent bien faire ce travail. On attend voir alors. Ouais. Il y a aussi, en parlant de réformes électorales, on aimerait savoir quelles sont, selon vous, les réformes les plus urgentes à opérer. Je crois maintenant, il faut passer d'abord par la réforme de la loi organique et de la CENI, parce qu'il y a cette urgence-là d'installer la nouvelle équipe. Organiser les élections, c'est parcourir tout un cycle. Maintenant, nous discutons sur les réformes, nous sommes encore à la première étape, où il faut réforme. Maintenant, nous parlons même de la réforme de la CENI, l'OGE, l'organe de gestion des élections. Parmi les réformes, on parle même de la Constitution dont il faudra regarder certains articles. C'est un processus. Ça peut prendre du temps. Mais maintenant, il est urgent qu'on mette en place la nouvelle équipe de la CENI pour qu'elle commence le travail de planification. Parce que les élections doivent se planifier. Il faut planifier les élections. Et cette étape est très importante parce que ça détermine la suite. Alors, tant qu'il n'y a pas une nouvelle équipe de la CENI, l'équipe qui est là, qui expédie des affaires courantes, elle n'est pas motivée et suffisamment légitime pour faire ce travail-là. Vous voyez? C'est urgent maintenant que nos parlementaires puissent accélérer le processus de la révision de la loi organique de la CENI pour qu'avant la fin de cette session, on puisse avoir une nouvelle équipe de la CENI qui puisse entamer le travail de planification électorale. La CENCO a lancé sa feuille de route sur le processus électoral. En quoi consiste-t-elle? Merci beaucoup pour cette question parce que cette feuille de route... Là, vous vous sentez à l'aise? Je me sens très à l'aise parce que vous êtes là dans mon travail. Hein. La feuille de route a été élaborée par l'équipe que nous dirigeons, prise en charge par notre secrétaire exécutif, notre chef, celui qui nous dirige au quotidien, et soumis au secrétariat général, puis au comité permanent des évêques. Et elle a été lancée. Après son lancement, il n'y a plus de critiques. C'est normal de critiquer. Mais là, nous étions devant des critiques qui n'étaient pas à leur place. Oh non, pourquoi la CENCO doit publier une feuille de route? Donc, tout ce que la CENCO fait, c'est perçu par certaines personnes comme quelque chose toujours qui va déranger. Les gens n'ont pas lu le texte. Mais ils ont seulement critiqué le texte qu'ils n'ont pas lu parce que ça venait de la CENCO. Vous voyez? Un peu comme quelqu'un qui disait, vous voyez, cette femme-là, elle n'est pas belle parce que sa mère est insolente. Où est le lien qu'il y a entre la beauté de la femme et l'insolence de sa mère? C'est un peu ça. Les a priori. La feuille de route de la CENCO correspond au travail que la CENCO est appelée à faire pour participer à un processus électoral crédible et apaisé, j'ajoute. Je l'ai dit à travers notre média. Dans l'organisation des élections, dans l'administration électorale, il y a plusieurs parties prenantes. Vous avez l'OGE lui-même, l'organisme de gestion des élections. Chez nous, c'est la CENI. Vous avez les gouvernements qui financent les élections et les sécurisent. Vous avez les partis politiques qui concourent. Vous avez les candidats qui concourent. Vous avez les électeurs qui doivent aller voter. Parce que s'il n'y a pas d'électeurs, il n'y a pas d'élection. Donc ils ont aussi leur part dans l'administration électorale. Vous avez les témoins des partis politiques parce qu'il faut que les partis politiques puissent avoir des témoins, les partis politiques et les candidats, pour voir comment les opérations se déroulent
dans les bureaux de vote ou partout où une opération électorale est organisée. Vous avez les observateurs électoraux, etc. Je n'ai pas cité les organisations de la société civile qui font partie des parties prenantes à l'administration électorale. Et chaque partie prenante a des prérogatives définies même dans les lois. Des prérogatives qui lui permettent de participer et de contribuer à un processus qui soit crédible et apaisé. C'est le cas des confessions religieuses qui font partie des organisations de la société civile. Et la SENCO, madame, c'est une organisation, c'est une ASBL des droits congolais, constituée des Congolais. Les évêques sont des Congolais. Tous sont des Congolais. Ils ont droit de participer, de donner leur contribution pour que le processus soit crédible et apaisé. Et c'est dans ces prérogatives-là que vous situez l'affaire des routes. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans l'affaire des routes? Il y a 3 volets ou axes. Quels sont ces axes? Il y a l'axe prévention des violences électorales et gestion des conflits électoraux, bien sûr. Le deuxième axe, c'est l'éducation des citoyens. La mobilisation des citoyens, l'éducation des citoyens, c'est très important. Et le troisième, c'est l'observation électorale. Où est-ce que la SENCO a pris les prérogatives de la CENI? Votre manière de faire, c'est pas par crainte, parce que vous estimez peut-être qu'il ne pourrait pas avoir des élections, alors il faudrait mettre la pression aux acteurs impliqués pour qu'ils s'y mettent rapidement? L'Église n'est pas un groupe de pression. L'Église fait les plaidoyers. Je voulais dire exactement que les acteurs, nos pères évêques, ne sont pas des activistes. Ils jouent tout simplement leur rôle prophétique. Et comme pasteurs, ils doivent accompagner le processus. Parce que la stabilité de ce pays, et il faut lire l'exposé des motifs de notre Constitution, la stabilité de notre pays, la paix dans notre pays est subsidiaire à des processus électoraux crédibles. Chaque fois qu'on a eu des processus qui n'étaient pas crédibles ou des dirigeants qui n'étaient pas légitimes, vous connaissez ce qui s'est passé dans ce pays. C'est pour cette raison que vous vous sentez qu'on très on accompagne le processus électoral, parce que quand ça ne marche pas, c'est tout le monde qui se retrouve dans les pétrins. Vous voyez? Et le peuple congolais en pâtit. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pour avoir des dirigeants et des programmes, surtout des dirigeants, qui vont travailler pour l'amélioration des vies, des conditions de la population, il faut des dirigeants qui ont été réellement élus par cette population. Des dirigeants qui craignent le verdict des élections, parce qu'ils savent que si je ne réalise pas le programme pour lequel j'ai été voté, la fois prochaine, la population va me sanctionner négativement. Mais si je réalise ce que j'ai promis, mon programme, la population va me sanctionner positivement, on va me remettre aux affaires. C'est ça qui doit habiter tout homme politique. Si on y arrive, vous verrez que l'Église ne sera plus vraiment impliquée dans cette affaire. Mais tant qu'on n'y arrive pas, ils vont toujours le faire. Ils seraient en train d'observer à chaque fois, quand il y a problème, qu'ils s'y mettent pour que tout aille bien. Oui, mais c'est tout ce qu'elle a toujours fait. Et c'est ce qu'elle va continuer à faire, je crois. C'est ça l'affaire de route, madame. L'affaire de route ne prend... Alors, le problème, c'est qu'en 2013, je crois, la CENI avait publié un document, feuille de route. Alors, c'est resté dans la tête des gens que sur le plan des élections, il n'y a que la CENI qui peut publier une feuille de route. Or, un autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que le fait de publier la feuille de route montre que nous sommes une organisation sérieuse. Parce que quand vous travaillez, il faut planifier. La feuille de route n'est qu'une planification. Il faut planifier. Mais dans votre démarche, quelles sont les étapes les plus urgentes? Nous allons commencer. On travaille déjà, non? Ils travaillent déjà, ils sont dans le plaidoyer. Ils sont en train de faire le plaidoyer pour qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait une nouvelle CENI qui puisse préparer les élections.
Ils sont déjà en train de travailler, les documents sont en train d'être préparés pour qu'on travaille de plus en plus sur la prévention des conflits, de prévention des violences électorales. Vous voyez, le contexte a quand même créé quelques frustrés. Alors il faut gérer tout ça pour qu'il n'y ait pas de débordement. Voyez. Un élément important que je voudrais souligner, c'est que vous avez suivi, l'ECC a publié sa feuille de route. Mais nous avons travaillé avec l'ECC pendant 5 jours, la semaine passée. De lundi à vendredi, nous avons travaillé avec l'ECC. Nous avons pris nos feuilles de route, on a mis ensemble. Et nous avons produit 3 grands projets. Lesquels? Un projet sur la prévention des violences électorales et gestion des conflits. Le deuxième sur l'éducation civique. Et le troisième sur l'observation électorale. Donc, on s'est mis d'accord, on a mis tout ensemble et nous allons travailler et nous espérons que nos pères spirituels vont pouvoir faire en sorte que les autres confessions soient impliquées dans le travail que nous allons faire. Alors, dans un autre volet, le mode de scrutin, par exemple, de gouverneurs et sénateurs, depuis un moment, les voix se convergent pour qu'il y ait un scrutin universel direct. Mais pensez-vous pas que cet aspect des choses pourrait faire en sorte que le coût des élections soit exorbitant, partant déjà du fait que l'élection présidentielle et législative nationale provinciale coûte cher, et si on y ajoutait cet aspect, ça ne dérangerait pas? Je suis allé observer les élections de 2017 au Kenya. J'étais déployé à plus ou moins 300 km de Nairobi, quelque part. Et j'ai vu que les Kenyans votaient le même jour pour plusieurs scrutins à la fois. Président de la République, gouverneur, sénateur, député, etc. Nous ne pouvons pas faire exception. Ça sera des scrutins couplés. Ça sera des scrutins couplés. Et c'est question de bien organiser les choses, minimiser les coûts et essayer de réaliser cela parce que les scènes déplorables que l'élection des gouverneurs et des sénateurs nous ont offertes lors des élections passées, ce n'est pas digne d'un peuple comme le peuple congolais. Et ça a été souligné dans notre rapport d'observation électorale, qu'il faille faire en sorte que ça soit dans le scrutin indirect. Même si on ne prend pas l'ensemble de la population, là c'est moi qui ai nuance, mais qu'on élargisse l'électorat de sorte que les candidats ne soient pas capables de corrompre tous ces gens-là. Vous allez à l'élection des sénateurs, il suffit de corrompre 2, 3, c'est fini, vous êtes élu. Vous voyez? Les gouverneurs, la même chose. Une dizaine, une vingtaine, il suffit de voir un nombre, puis et c'est fini. Et c'est devenu, nous dans notre rapport d'observation électorale, nous avons décrié ce qu'on a appelé cet affairisme politique. Vous voyez la conséquence? C'est aussi ce qui se passe maintenant au niveau des exécutifs, avec les exécutifs, entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. C'est devenu un affairisme politique. Les députés provinciaux, dans certaines provinces, je ne dis pas tout le monde, il n'y a pas d'argent, il faut secouer le gouverneur. Il faut une motion. Sur une nouvelle élection, c'est des fonds. C'est tout ça qu'on voudrait un peu pour assainir l'environnement politique dans notre pays. Affairisme politique et je n'ai pas encore fini avec l'affairisme politique. Vous avez vu des gens, il était lui-même candidat député national et candidat député provincial. Ils gagnent tous les deux. Comment? Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Puis, il est candidat sénateur, il devient sénateur. Après, il est candidat gouverneur. Il reste gouverneur. Les 3 postes ici, c'est la femme, c'est l'enfant, c'est elle. Donc, une affaire de famille. C'est de l'affairisme, ça. On ne vient pas en politique pour chercher l'argent, eux-mêmes le disent. C'est pour servir. Et sur le plan éthique, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'est comme ça que, même dans notre... Je parle là de notre rapport d'observation électorale. Ce n'est pas mon point de vue, c'est le rapport d'observation électorale de la CENCO. Vous voyez tout ça? Ce n'est pas une bonne chose. Et pour mettre fin, parce que vous n'avez pas encore répondu à la deuxième question, c'était la première question. Pour mettre fin à cet affairisme politique, qu'est-ce que vous proposez? Il faut élargir l'électorat et qu'il soit élu au suffrage direct.
pas indirect. Alors, tout à l'heure, je parlais... Au besoin que le gouverneur soit élu par sa province, les électeurs de sa province, les sénateurs aussi, parce qu'ils sont des représentants je parlais du mode de provinces. scrutin des gouverneurs et sénateurs. Est-ce que si on y intégrait au processus électoral actuel, pensez-vous que les élections pourront avoir lieu dans les délais? Oui. Reiki. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elles peuvent avoir lieu dans les délais. Et je vous ai dit que maintenant, nous sommes en train de nous prononcer sur ça. Nos pères et évêques en ont parlé. Mais il faut qu'il y ait une nouvelle CENI qui soit en place le plus vite possible pour qu'elle mobilise les expertises et qu'on y travaille, on fasse des propositions. Vous voyez? On fasse des propositions. S'il faut que les élections se tiennent en 2023 et qu'il y ait vraiment des choses à faire ou des sacrifices à consentir, qu'on les dise à temps. Si c'est normal qu'on peut y aller, moi je crois c'est normal parce que nous pouvons nous appuyer sur la déclaration de l'acteur président de la CENI. Parce que lui, il est encore dedans. C'est lui qui voit encore les matériels disponibles. C'est lui qui a l'inventaire de ces matériels-là. Il s'est prononcé pour dire que ça peut aller parce qu'il y a un grand lot de matériel qui est encore en place, qui est encore en bon état. Ce qu'on va acheter, ça sera de moins en moins, sauf les consommables. Le recensement, un sujet qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Pensez-vous que les Congolais pouvaient se soumettre à cet exercice avant d'aller aux élections de 2023? Il faudra que des experts se réunissent et lèvent des options, je me répète. Des experts dans les différents domaines, parce que moi je mets toujours expert électoral entre guillemets, parce que les élections c'est pluridisciplinaire. Vous êtes expert en quoi? C'est une option. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, on ne peut pas avoir les recensements en un délai beaucoup plus raisonnable et avoir les élections dans les délais? Et si pas possible, est-ce qu'il n'y a pas une autre procédure que nous pouvons appliquer pour avoir les élections dans les délais? Mais en ce qui concerne les recensements, il ne faut pas toujours lier ces processus à l'organisation des élections. Le recensement dans ce pays s'impose. Parce que nous n'avons pas de carte d'identité pour citoyens. C'est comme ça qu'il suffit d'arriver à un poste quelconque. On peut vous coller facilement notre identité, il est de telle nationalité, parce qu'on n'a pas de preuve de nationalité. Et ça devient marrant. Et même inquiétant. Très inquiétant. C'est une grande nécessité. Le recensement s'impose même pour... ce n'est pas seulement pour ça, même pour la planification du développement dans notre pays. Même pour la sécurité de notre pays. Donc vous estimez que ça pourrait avoir lieu? Ça peut commencer. Ça peut commencer. Ça peut prendre commencer. fin avant 2023. Si ça prend fin avant le 2023, ça va aider la CENI à en tirer un fichier électoral. Et si ça ne prenait pas fin avant, on peut faire la révision. Il faut regarder les options, regarder si ce n'est pas possible, chercher l'option qui permette à ce qu'on puisse avoir les élections dans les délais. Mais, au cas où Mais encore, il faut que les experts se réunissent. Et moi, je me remets au président de la CENI parce que lui, il est encore là. Il gère le matériel et le personnel. Il a organisé les élections passées et il dit que c'est possible. Moi, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a dit sans recensement, c'est possible. Oui. Mais vous estimez que le recensement, il est très important? Il est très important, mais je ne le lie pas à l'organisation des élections. Parce que l'importance du recensement de la population dépasse l'organisation des élections. C'est quand même pas une aberration. Ces raccordements-là, je le trouve un peu pas très bien fait. Le raccordement, élection, organisation des élections et recensement. Il faut que le recensement puisse avoir lieu. Si ça finit avant l'organisation des élections, ce n'est pas un problème. Mais s'il ne va pas finir avant l'organisation des élections, il faudra que l'équipe, la nouvelle équipe de la CENI qui sera là, fasse des propositions de sorte qu'on puisse avoir les élections dans les délais constitutionnels. Et par exemple, l'usage de la machine à voter devrait être maintenu en 2023 ? Ou qu'est-ce qu'on devrait améliorer ?
La machine à voter n'est qu'une machine. Ce n'est qu'une machine. Nous, à la Senco ici, à un certain moment, on avait dit que la machine à voter relevait du vote électronique qui n'était pas autorisé lors des élections passées. Si on ne revoit pas cette disposition de la loi électorale lors de la révision, bien sûr, de cette loi, ça signifie qu'on peut appliquer cette technologie ou le vote électronique lors des élections qui viennent. Moi, personnellement, quand j'ai regardé la machine à voter, comment ça a évolué lors des élections, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Si nous avons une CENI dépolitisée, où les gens se font confiance, parce que le problème de la machine à voter était accentué surtout du fait qu'il n'y avait pas confiance entre les parties prenantes. Il n'y avait pas trop de confiance. On se disait, mais cette affaire-là, on la ramène comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est cette question-là qui a diabolisé la machine à voter, la crainte qu'on en arrive là. Mais en soi, la machine ne pose pas Moi, problème. j'ai vu que la machine, ça peut même faciliter cette façon d'organiser des scrutins de manière couplée. Ça peut faciliter parce que ça nous éloigne un peu de cette affaire de bulletin de vote. Vous voyez, qui posait problème dans des circonscriptions qui avaient, surtout les circonscriptions de Kinshasa ici, où il y avait beaucoup de candidats. Mais la machine à voter, si elle est utilisée de bonne foi, je pense que c'est un outil qui peut aider le pays et aussi à... Voilà. Voilà, une question de curiosité. Il y a eu des élections aux États-Unis d'Amérique qui ont donné pour vainqueur Joe Biden, des résultats contestés depuis un moment, vous avez suivi, mais l'Église catholique n'y était pas surtout impliquée. Mais qu'est-ce qui fait que la Senco, ici en RDC, soit très impliquée dans des questions liées aux élections? Première partie de la réponse, chaque église a sa tradition. Chaque église a son degré d'engagement en fonction des défis pastoraux qui se présentent à elle. Vous comprenez? Je vous ai dit à un certain moment ici que le jour où on va arriver à ce niveau-là dans l'organisation des élections, c'est-à-dire on proclame élus les personnes réellement votées par la population, l'église pourrait se retirer de cette affaire. Donc on atteint un niveau où l'église trouve que ce n'est plus... Vos défis à vous sont différents? Ce pays est toujours confronté à des défis politiques importants depuis son histoire. Même avant l'indépendance. Vous savez que l'Église catholique a joué un rôle important pour ce pays pour qu'il accède à l'indépendance. Vous allez vous rappeler le rôle de l'abbé Malou, là, devenu cardinal après, aux côtés du laïc Iléo et les autres. Et depuis notre indépendance, à cause des défis pastoraux qui étaient en présence, l'Église a pris l'option de s'engager à accompagner les acteurs politiques et le peuple congolais pour que ça réussisse. Et l'histoire lui a donné raison dans la suite, parce que les événements qui se sont suivis ont fait que l'Église vraiment puisse continuer à encadrer pour que ça ne déborde pas. La paix est très importante pour l'Église. Alors, s'il faudrait faire voilà. une estimation, il y a eu des élections en 2006. S'il vous plaît, madame, vous avez parlé des États-Unis et je vous dis, moi, je ne vous dirai pas que la conférence épiscopale des États-Unis a joué un rôle ou elle n'a pas joué un rôle. Parce que l'Église a plusieurs façons d'agir. Souvent, nos évêques font le plaidoyer, rencontrent des personnalités, ça ne passe pas dans les médias. Nous, on fait beaucoup de choses ici qui ne passent pas par les médias, qui ne sont pas connues. Le téléphone qu'un évêque ou le secrétaire général de la Senco prend pour appeler tel acteur parce qu'il y a tel problème et c'est le problème est résolu et tout ça, ce n'est pas connu. Qui sait si la conférence épiscopale a joué aussi un rôle de plaidoyer parce qu'il y avait quand même des remous? Qui sait? Je ne dis pas que la conférence a été active ou elle n'a pas été active, mais je vous dis que l'Église a plusieurs canaux pour pouvoir jouer son rôle. Je disais tantôt, il y a eu l'élection en 2006, 2011, 2018. La Senco y était. Vous avez accompagné, s'il faut le dire. Mais s'il faudrait estimer votre apport et puis ce qui a été fait
À combien estimez-vous la réussite de ces processus électoraux? L'Église catholique, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le travail qu'elle fait, c'est contribuer à la consolidation de l'état de droit, consolidation de la démocratie dans notre pays. Et la consolidation de la démocratie, c'est un processus. Regardez bien, vous verrez que la contribution de l'Église, elle est importante. Très bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un petit mot? Un petit mot, je voudrais demander au peuple congolais de faire encore une fois de plus la confiance aux confesseurs religieuses et à la Senko en particulier. Leur travail vise le salut de tout le monde. Si je prends par exemple le cas de la Senko, il n'y a pas un évêque ou un cardinal ou qui que ce soit qui va se porter candidat à une élection dans ce pays. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils font, parce que nous ne sommes que des services d'appoint pour le travail des évêques, tout ce qu'ils font, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Qu'on leur fasse confiance, qu'on fasse confiance aux confessions religieuses. Et encore une fois, je retire mes remerciements et ma reconnaissance aux confesseurs religieuses pour le travail qu'ils avaient fait la fois passée sur moi, sur le plan technique. Ils avaient confirmé que nous avions les compétences nécessaires pour jouer ces rôles-là et ils avaient placé notre dossier au-dessus de tous. Donc, nos remerciements et toute notre reconnaissance. Nous vous remercions aussi pour le déplacement que vous avez fait jusqu'ici pour prendre ces éléments. Voilà. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, madame. Objectif 2023 de ces jours est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.